Ce qui se passe en dehors de nos frontières et finalement au cours de l'après-midi, plusieurs d'entre nous, plusieurs d'entre vous ont eu la tentation d'évoquer ce qui se passait en dehors de chez nous. Ce qui se passe en dehors de nos frontières nous montre s'il en est besoin que la participation des femmes à cette fonction régalienne qu'est la justice est plus qu'un enjeu de parité. C'est un enjeu de démocratie. Par leur présence, les femmes renforcent la qualité des systèmes judiciaires, leur transparence et surtout leur légitimité vis-à-vis de ceux pour qui la justice est rendue. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le sujet de la place des femmes dans les systèmes judiciaires est porté à l'ONU, qui a même créé il y a quelques années une journée internationale des femmes juges. À Femmes de Justice, nous sommes ouverts à l'international pour deux raisons. Trois raisons. D'abord, nous avons atteint une certaine maturité puisque nous avons fêté nos 10 ans l'année dernière. Donc, quand on atteint une certaine maturité, bien, on peut se permettre des séjours à l'étranger et voilà, de sortir de chez soi. Deux raisons, je disais, d'abord pour enrichir notre réflexion en puisant dans les débats et conversations qui se tiennent au-delà de nos frontières et qui ont toujours le mérite de nous faire prendre du recul, de la distance et un grand angle sur les sujets que nous abordons. Ensuite, nous nous ouvrons à l'international parce que nous sommes sollicités. Et j'aimerais insister sur le fait que la France et la voix des Françaises est attendue sur ce sujet de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Et tout à l'heure, Sonia disait que nous pourrions être des phares dans la nuit. Mais en fait, au-delà de cet idéal peut-être un peu utopique, nous sommes sollicités et je voudrais vous donner 2-3 exemples. Récemment, nous avons été sollicités par l'ONU pour la journée CSW dont parlait la sénatrice Verrien, au cours de laquelle Femmes de Justice est intervenue pour sur le sujet de la participation des femmes à la justice et comment attirer les femmes vers la justice, parce que si chez nous la parité en termes quantitatifs est largement réalisée, ce n'est pas le cas dans tous les pays. Je prends par exemple une grande démocratie, en tout cas jusqu'à peu, les États-Unis qui ont seulement 30% de juges dans leur effectif. Nous sommes sollicités, nous l'avons été également il n'y a pas très longtemps par nos collègues ukrainiennes qui veulent créer une association de femmes de justice avec en vue la volonté de prendre toute leur part à la reconstruction, y compris institutionnelle, de leur pays. Nous avons été sollicités, nous en parlerons dans un instant, il y a quelques années, et c'est un sujet qui est toujours d'actualité, pour venir en aide aux femmes afghanes, aux juges afghanes en particulier, qui ont dû fuir le régime des talibans à leur retour. Et puis une anecdote plus personnelle, certains le savent, j'ai passé 4 ans et demi aux États-Unis et j'avais créé un petit réseau finalement de femmes de justice américaines, procureurs, juges, femmes de la pénitentiaire américaine, qui n'ont pas toujours l'habitude de se croiser parce qu'elles ne sont pas toutes sous le chapeau du département de la justice américain. Il y a quelques jours, une collègue procureure qui travaillait, qui avait rang de directrice d'administration centrale au département de la justice américain, m'a écrit un message et m'a dit « Tu ne peux pas savoir comme c'est terrifiant ce que nous vivons aux États-Unis, nous, hommes et femmes de loi, et surtout femmes de loi. » Et finalement, je me demandais s'il n'y aurait pas moyen de créer un canal transatlantique pour voir comment, ensemble, nous pouvons défendre l'état de droit. Je dois dire que jamais j'aurais imaginé, en quittant les États-Unis il y a 6 mois, qu'une femme de justice américaine m'envoie un tel message de désarroi de la part dans un pays qui, jusqu'à présent, était considéré comme une grande démocratie. Je voulais citer par là finalement les enjeux, les sollicitations et la place que nous, femmes de justice françaises, pouvons avoir dans un monde mouvementé et tourmenté. On le voit donc, la thématique qui anime Femmes de Justice est plus grande que nous, plus vaste que nous. À cet égard, j'ai assez parlé. J'ai l'honneur d'accueillir et de vous présenter Maria Eugenia Chapeiro. Maria Eugenia
est une femme de justice argentine, magistrate, à la cour d'appel de Reconquista, dans la province de Santa Fe. Alors j'ai regardé, c'est dans le nord de l'Argentine, où elle traite de contentieux civils. Elle est également enseignante à l'université et enseignante aussi pour ses collègues magistrats, et fondatrice et présidente de l'association, pardonne mon accent, Red Mujeres para Justicia. Voilà. Le réseau de femmes pour la justice qui réunit plus de 400 femmes magistrates et fonctionnaires de justice en Argentine. Et c'est à ce titre qu'elle est notre invitée d'honneur aujourd'hui pour nous parler de récentes nominations à la Cour suprême d'Argentine et du combat inédit et courageux qu'elle mène avec le réseau des femmes pour la justice, pour l'égalité entre les femmes et les hommes dans le système de justice argentin. Je te cède la parole, Maria Eugenia. Merci Florence. Bonjour à toutes et à tous, mesdames et messieurs. D'abord, avant tout, je voudrais demander votre compréhension et patience parce que même que j'ai appris le français dès mon enfance, ce n'est pas ma langue maternelle. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude pour cette invitation à l'Association des femmes justice de France, à la personne surtout de sa présidente jusqu'à aujourd'hui au moins, Madame Sonia Divagni-Wagner. C'est un immense honneur de représenter une association de femmes de justice argentine, la Red Mujeres para la Justicia, dans cet endroit si prestigieux, devant vous et dans le cadre d'une réunion aussi importante. Nous sommes réunis aussi aujourd'hui autour d'un sujet très important, les femmes et les territoires. Mais qu'est-ce qu'un territoire? On a déjà beaucoup écouté aujourd'hui et entendu qu'un territoire, ce n'est pas seulement une question de géographie. Un territoire, c'est un espace de pouvoir, c'est un espace de décision, c'est où on joue les inégalités du monde. Et comme dans tous les territoires, les femmes sont encore mises à l'écart. L'Argentine ne fait pas l'exception. Le territoire de la justice, qui devrait être celui de l'équité, est en réalité l'un des bastions les plus résistants à l'égalité. En plus de 160 ans d'histoire de la Cour suprême d'Argentine, 105 hommes ont été nommés juges et seulement 3 femmes. Ça, c'est la photo de l'histoire. Aujourd'hui, la Cour suprême est exclusivement masculine. Elle doit compter 5 membres, mais 2 postes sont vacants. Et loin de corriger cette injustice, le gouvernement actuel l'aggrave. En 2024, le président Javier Milei a proposé 2 nouveaux juges, tous 2 des hommes, consolidant ainsi une exclusion systémique des femmes des plus hauts organismes judiciaires du pays. Face à cette attaque contre la parité, nous avons engagé une action historique. Pour la première fois, ce sont les femmes du système judiciaire lui-même, les juges, les procureurs, toutes, qui se tournent vers leur propre institution, vers leur propre Cour suprême, pour exiger de la justice et une immédiate réparation. Nous sommes celles qui appliquons le droit, et aujourd'hui, nous sommes aussi celles qui demandons que le droit nous soit appliqué. Face à cette situation, nous avons engagé une action en justice fondée sur le principe de parité, qui est une obligation non seulement de notre Constitution, mais aussi du système international des droits humains, en particulier la CEDAW, la Convention sur l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard des femmes. La CEDAW est constitutionnalisée dans notre pays, elle fait partie de notre Constitution. Notre action repose juridiquement sur l'article 7, alinéa B de la CEDAW, qui impose aux États de garantir l'égalité des femmes dans l'accès aux fonctions publiques et la prise de décisions politiques, et l'article 5 de la CEDAW, qui engage les États à éliminer les stéréotypes discriminatoires et à garantir les conditions d'égalité réelles dans la répartition du pouvoir. À travers ces engagements, l'Argentine a l'obligation de garantir la parité dans la nomination des juges à la Cour suprême. Pourtant, cette obligation a été ignorée
ce qui nous a conduit à agir en justice pour défendre 3 objectifs fondamentaux. Le premier, c'est faire annuler les nominations présidentielles qui violent les principes constitutionnels et internationaux de parité. 2, demander comme mesure conservatoire la suspension des processus de désignation pour éviter un préjudice irréversible. Et 3, obtenir une décision contraignante qui oblige l'exécutif et le Sénat à respecter la parité dans la future nomination. Hier, on a vécu en Argentine une journée historique parce que hier, finalement, après un long parcours, le Sénat a rejeté les 2 candidatures masculines. Mais oui, ça a été très bon. Mais au dépit de ça, notre intérêt à agir est encore vivant. Parce que le 3e objectif, c'était obtenir une décision contraignante qui oblige l'exécutif et le Sénat à respecter la parité dans la future nomination. Notre action, on a eu un rejet en première instance. C'est une décision dogmatique et arbitraire dans laquelle je ne veux pas expliquer beaucoup, mais seulement vous informer que par la voie de Persalton, que c'est une voie procédure exceptionnelle, maintenant on est dans la Cour suprême. Dès août dernier, le recours de Persalton n'est pas une action différente, mais une voie exceptionnelle. Et jusqu'à présent, la seule réponse qu'on a eue de la Cour suprême, c'est le silence. Un silence assourdissant. À ce stade, nous pouvons considérer que nous avons épuisé les voies de recours internes. Techniquement, cette situation nous place dans une impasse qui nous ouvre désormais l'accès aux instances internationales. Nous envisageons une action devant les organismes internationaux, en particulier le comité CEDAW, en nous appuyant aussi sur la récente recommandation générale numéro 40, qui impose aux États de garantir la parité et l'égalité dans tous les territoires de prise de décision, y compris la justice. Ce combat, nous le menons en Argentine, mais il est aussi le vôtre, car l'aide de toutes les femmes de justice dans le monde peut nous aider à gagner cette bataille incontournable. Car une justice sans femmes est une justice inachevée. Car une démocratie sans femmes est une démocratie incomplète. Et parce qu'aucune société ne peut se dire juste si elle exclut la moitié de son humanité. Pour que demain la photographie de la Cour suprême d'Argentine ne soit plus celle d'exclusion, mais celle d'une démocratie pleinement représentative. L'histoire nous regarde. Je vous remercie vivement. Merci Maria. Et je dois dire que tiens-nous au courant de la suite de cette procédure parce que je n'ai rien trouvé en français sur cette procédure, ni en anglais. Donc voilà, donc tiens-nous au courant et nous en parlerons autour de nous parce que je dois dire que votre procédure est hier, on a reçu, remarquable. Notre association, beaucoup de félicitations parce que le rejet du Sénat, on pense que notre action a influencé beaucoup. Oui, c'était pas ce que tu m'expliquais, c'est que c'était pas un rejet qui était fondé sur l'absence de parité. C'est un rejet des candidats. Oui, c'est un rejet et parce que c'est un long parcours. La désignation des membres de la Cour suprême, c'est un acte complexe. C'est la proposition du président et l'accord du Sénat. Et le président, l'année dernière, avait envoyé les candidatures, les deux hommes. Et cette année, comme le Sénat ne donnait pas l'accord, il l'a fait par décret. Et un d'eux a pu prêter serment, l'autre non. C'est un enjeu un peu problématique, ce qui se passe au niveau de les institutions avec ce que notre président a fait. Alors, c'est à cause de ça,
et aussi beaucoup de questions sur la parité que finalement le Sénat a rejeté les 2 candidatures masculines. On a beaucoup travaillé dans le Sénat, l'association, avec les sénateurs, les sénatrices, qu'ils prennent confiance que c'est l'histoire qui nous regarde, qu'on ne peut pas aller arrière à l'histoire avec une photo d'une Cour suprême seulement des hommes. Surtout l'Argentine, qui est un pays qui est connu par le respect des droits humains. Alors notre engagement international, je le disais, c'est aussi pour nous un enjeu de solidarité et Sonia le soulignait également dans son discours d'introduction. À cet égard, dès la fin de l'été 2021 et le retour des talibans en Afghanistan, Femmes de Justice a été mobilisée résolument et discrètement pour venir en aide aux femmes afghanes et en particulier aux femmes juges afghanes. Nous l'avons fait. Elles l'ont fait parce qu'à l'époque, j'étais pas impliquée, je l'avoue, dans le cadre du réseau TOGAP. TOGAP, le réseau TOGAP pour Gender and Governance Action Platform, c'est un collectif mondial rassemblant plus de 80 réseaux professionnels féminins et mixtes du secteur privé et du secteur public et qui œuvrent notamment pour une plus juste gouvernance des organisations. Et donc, Femmes de Justice, en la personne de Sonia Djemni-Wagner, en assure la vice-présidente. Et donc, à ma droite, Muriel de Saint-Sauveur, ancienne directrice du marketing et de la communication et de la diversité du groupe Mazars, durant 23 ans, présidente et fondatrice de Women Masterclass, membre de TOGAP et fondatrice de l'initiative French Women for Afghan Women, nous parlera ainsi que Isabelle Clanet-Dilamani, avocate au barreau des Hauts-de-Seine, ancienne bâtonnière pendant la mandature 2023-2024. Nous dirons chacune, pour ce qui les concerne, comment cette actualité pour les femmes afghanes est brûlante. Et c'est ainsi que nous avons souhaité conclure nos travaux. Avant de donner la parole à notre nouvelle présidente, nous avons voulu justement donner la parole à ces 2 femmes qui sont mobilisées et qui souhaitent, vous mobiliser sur cette cause des femmes afghanes. Je vous laisse la parole, d'abord Isabelle et puis ensuite vous, Muriel, pour terminer. Alors, merci à Femmes de Justice pour cette main tendue vers les 43 000 avocates du barreau français, puisque sur les 74 000 avocats français, 57,8% sont des femmes. Alors, ce sont les chiffres de la DACS au 1er janvier 2023. J'imagine qu'ils ont un peu évolué. Puisqu'on parle territorialité, nous sommes répartis sur 164 barreaux de France, dont le grand barreau parisien qui compte 43% des avocats. Et à la tête de chacun de ces barreaux, un ou une bâtonnière, un ou une vice-bâtonnière, parfois aux côtés du bâtonnier. Et en nous réunissant entre bâtonnières et vice-bâtonnières, nous avons fait le constat que nous étions communément révoltés par la situation des femmes afghanes et cet empilement de lois liberticides qui s'accumulent sur elles. Et nous avons réfléchi à la manière dont, en toute humilité et avec nos moyens, nous pouvions tenter de faire du bruit et de porter leur voix. Alors, nous avons créé ce collectif Nos Voix pour elles qu'on vous invite à rejoindre. Et notre première action a été le 8 mars dernier, à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, puisque nous avons monté un film de soutien aux femmes afghanes, mis en musique par Sonita Alizadeh, qui est une rappeuse afghane que nous soutenons. Et nous avons toutes, à la même heure, à 10h30, publié ce film sur les réseaux, puisque nos moyens, ils sont les suivants. C'est notre énergie, pour commencer, c'est nos idées, c'est nos réseaux, et puis c'est le droit. Alors, nous avons donc publié ce film qui a ensuite tourné, puisque chacun republiait.
Nous travaillons actuellement à faire poser 2 questions au gouvernement. L'une qui serait de savoir pourquoi la France ne dénonce pas un accord de coopération que nous avons avec l'Afghanistan. Et l'autre qui est de savoir pourquoi l'ambassade de France ne délivre pas de visa aux femmes afghanes qui sont donc, comme on le sait, en danger de mort et qui, à la différence de l'Allemagne qui délivre des visas, ne se voient pas délivrer de visa par la France, y compris lorsqu'elles ont réussi à passer la frontière et à être au Pakistan où elles sont autant en danger de mort et qu'elles restent dans l'attente donc de la délivrance de ces visas. Nous sommes très attentives évidemment à la saisine de la CPI et puis prêtes à toutes les chaînes de solidarité avec le pragmatisme qui peut caractériser les femmes. Et je pense notamment à notre consoeur Rania Habibi qui est aujourd'hui accompagnée par le barreau de Bordeaux. Voilà. Et puis nous réfléchissons aussi, au-delà de l'Afghanistan, à apporter notre soutien aux femmes de Syrie, d'Iran, du Yémen. Et la liste est malheureusement pas exhaustive. Et à faire peut-être une action plus emblématique le 8 mars prochain à Paris. Un rassemblement qui pourrait un peu marquer les esprits et espérer que tout ça arrive en tout cas à leurs oreilles et qu'elles sachent que d'autres femmes parlent pour elles aujourd'hui. Merci pour cette prise de parole sur les femmes d'Afghanistan. Je suis arrivée au moment où M. Jablonska disait « chacun peut faire quelque chose ». Et je crois que j'ai toujours pris cette phrase pour moi. Tougap, qui est donc cette plateforme qui réunit plus de 80 réseaux du privé, des réseaux de femmes, du privé et du public, marche sur 2 jambes pour cette action envers les femmes d'Afghanistan. Il y a une jambe qui considère que le terme Tougap, c'est gender et gouvernance. Donc on travaille sur la gouvernance, sur les lois. Forcément, il y a eu des extractions de femmes au début de l'année, en fin 2021 et début 2022. Et le travail concerne les lois et comment on peut évoluer. Et puis il y a une autre jambe, qui est celle que moi j'avais choisie, qui est de dire « je ne peux rien faire sur l'Afghanistan, je ne parle pas par-ci, je ne connais rien à l'Afghanistan, mais toutes les femmes qui vont arriver, que vont-elles devenir ?» Elles ont vécu, pour certaines, une période de 20 ans où elles ont eu droit à l'éducation, droit à des postes incroyables, et puis elles arrivent ici, et comme on m'a raconté, et comme je l'ai compris, pour certaines, on leur a dit « tu as 2 heures, tu as 9 kilos à emporter ». Je me suis beaucoup interrogée un matin au petit déjeuner avec mon mari, ce que j'emportais à 9 kilos. Alors j'ai eu cette envie d'aider les femmes réfugiées d'Afghanistan qui arrivent en France. Moi j'ai un prisme Afghanistan parce que je suis tellement horrifiée du fait qu'elles sont complètement niées que je pense que c'est le pire pays aujourd'hui pour la situation des femmes. Donc c'est un peu le prisme que j'ai choisi. Et puis Tougap était donc sur cette lancée. Nous avons eu une réunion avec l'Office d'immigration, pour signer une convention afin qu'il nous recommande des femmes parlant anglais. Et il y a des femmes parlant anglais puisqu'elles ont eu cette éducation pendant 20 ans et nombre de femmes sont arrivées. Alors elles sont arrivées avec des familles, elles ne sont pas arrivées toutes seules. L'OFI nous a envoyé une première femme qui était un cas particulier puisque c'était le numéro 2 de l'ambassade d'Afghanistan en France. C'est devenue une amie, mais elle avait un chauffeur, un appartement dans le 16e, des enfants qui allaient à Janson-de-Sailly, et tout d'un coup, elle n'osait pas me dire qu'elle était dans un immeuble de réfugiés. Donc ça a été un peu compliqué. Et puis le bouche à oreille a fait qu'on nous a présenté un certain nombre de personnes et de familles. Alors quand je dis nous, eh bien c'est vous, les femmes de Tougap, et Sonia, et Madame la Présidente qui est là, Nathalie, mais c'est aussi une complice qui n'est pas là aujourd'hui et que je salue, qui est Isabelle Guggenheim, et puis plein d'autres. J'ai eu une idée qui n'a pas été celle qui a fonctionné. Comme j'étais une femme de communication et que j'avais créé une société pour travailler sur le leadership des femmes, je me suis dit, naïvement, une femme française va aider une femme afghane. Erreur totale, c'est qu'une femme française, elle n'a pas tout en elle. Or, c'est un réseau de femmes, finalement, qui aide un réseau de femmes.
Parce que la copine a quelqu'un dans le cinéma et on va aider une actrice. Parce que l'autre a un appartement qui va nous aider. Donc, je suis revenue sur cette idée un peu basique. J'ai quand même identifié ce mouvement. Ce n'est pas une ONG, c'est un mouvement de femmes françaises pour aider les femmes afghanes. Je vous donne un exemple. Pour celles qui étaient là aux assises de Tougap le 6 mars, il y a la famille Yarmal. La famille Yarmal, elle, était actrice. Et quand je vous dis actrice, elle était vraiment actrice. J'ai vu toutes les photos de ses reportages. 60 ans, aujourd'hui en France. Son mari était militaire, haut gradé. 2 filles, jeunes, un fils et la femme du fils. Ils sont arrivés, sans le mari militaire, qui lui n'a pas pu partir en même temps, n'est donc rien. Je ne connais rien, je ne parle pas la langue et je débarque en France. Et qu'est-ce qu'on a fait avec ces personnes? La France les a aidées, bien sûr, à avoir un appartement, à avoir quelques cours de français et à avoir 4 jours sur la France. 4 jours. Mais comme les filles sont brillantes, elles ont considéré que les cours de français, ça n'était pas suffisant. Donc elles sont allées en prendre plus à l'université. Elles sont B2, 21 et 25 ans. Elles ont considéré qu'il fallait reprendre des études. Donc nous les avons aidées à rentrer sur Parcoursup, à faire des lettres de recommandation. Et l'une d'entre elles, qui, moyennant quoi, ne sait pas bien ce qu'elle va faire après des études d'économie, et l'autre qui avait 4 ans d'études de médecine et qui n'arrive pas à oublier qu'elle a fait 4 ans d'études de médecine, a commencé par l'Internet, et puis là, elle m'a demandé un courrier pour rentrer dans des études de pharmacie. L'aînée a déjà passé le permis de conduire. Le mari est arrivé, 70 ans, militaire, et Yasmine a un mal fou à apprendre le français parce qu'à 60 ans, on n'a pas la même mémoire. C'est un exemple. Tous ces exemples, ce sont des gens que nous connaissons. Alors j'appuie sur ce mot que nous connaissons. Ça peut paraître bizarre, mais nous les avons tous invités à la maison. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi en France, et Marzia Hamidi, qui est la jeune championne de taekwondo dont vous avez peut-être entendu parler, a été harcelée par des Afghans ici en France et qui n'ont aucune envie de notre démocratie. Ceux que nous connaissons, nous les avons invités chez nous et nous savons qu'ils veulent rester en France. Nous savons qu'ils veulent avoir une vie privée, professionnelle. Les maris sont venus chez nous. Je peux vous dire que les descentes de vin, mon mari les a regardées, amusés, parce que tout le monde intègre la culture française et veut rester en France. Et les choix de ne s'occuper ou de gérer peut-être une petite équipe, un petit groupe de familles afghanes, il vient de là. C'est-à-dire de les connaître vraiment et de savoir qu'aujourd'hui, il faut qu'on achète un lit pour une famille parce que la France les a installés dans un appartement vide. Voilà. Donc c'est du concret, c'est du quotidien. La jeune femme dont je parlais tout à l'heure, Sahar, est passée à la télévision récemment parce que si vous avez le courage de regarder la dernière série qui vient de sortir et qui s'appelle Kaboul sur France 2, je vous conjoins de la regarder, je vous demande de la regarder parce que je peux vous dire que la soirée de lancement, j'ai invité 2 jeunes Afghanes. Elles ont pleuré toute la soirée en me disant c'est ma vie qui est là. Cette série est remarquablement bien faite. Et donc cette jeune Sahar qui est passée à la télévision pour en parler, qui parle très bien le français, elle n'arrivait plus à articuler tellement elle était émue de voir ça. Donc c'est très frais tout ça. Ils sont arrivés en 2021, fin 2021, début 2022. Vous ne devenez pas français en 3 ans. Vous ne parlez pas français en 3 ans. Donc c'est ce que nous faisons aujourd'hui, c'est de les accompagner dans le quotidien. Alors moi je suis une femme de com, donc je suis très pragmatique. J'ai un petit leaflet. Je vends mon projet, notre projet. Aujourd'hui, on a besoin sûrement d'aide parce que accompagner une jeune femme dans un musée, accompagner une jeune femme à un cours de guitare, c'est ça la vie quotidienne. Leur offrir une place de concert, c'est ça. Leur trouver un stage, ça fait partie de toutes nos actions. Et donc, nous avons aussi besoin un petit peu d'investissement financier. Et puis, je voudrais terminer en vous disant que j'ai voulu aussi leur donner la parole. Donc, j'ai créé un podcast qui s'appelle « Paroles d'Afghanistan ». Et la petite anecdote, c'est que je l'avais appelé « Paroles d'Afghane ». Et je teste le titre et je m'entends répondre « Ah non !» Non, pourquoi? Je ne suis pas afghane. J'ai dû louper quelque chose. Tu comprends, les Afghans, ce sont les Pashtuns.
les Pashtuns, ce sont les talibans. Donc je ne suis pas afghane, je suis d'Afghanistan. Et là, vous touchez du doigt la difficulté d'aider un pays qui n'en est pas un, avec des ONG qui sont issues de la communauté de telle ethnie et qui n'aident que les gens de cette ethnie. Et là, il faut aussi plonger dans les livres pour comprendre. Donc, Parole d'Afghanistan, c'est sorti, et donner la parole à quelqu'un, c'est lui donner le pouvoir. Donc moi, je remercie ce soir Sonia, tu m'as donné le pouvoir. Et par ce biais-là, on donne le pouvoir aux femmes afghanes qui sont réfugiées en France. Merci beaucoup. Bien, je crois que nous sommes arrivés au terme de notre colloque annuel. Et donc, je cède la parole à Isabelle, notre nouvelle présidente, pour clôturer cette belle journée.